Allez, après un gros rush suite au début de la Free Agency, me revoilà sur cette chaîne YouTube. Avant de partir en vacances, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous parle des Jeux Olympiques de Paris. L'équipe de France a débuté sa prépa, et les 12 joueurs sont connus. Alors si je profitais du moment pour vous parler de leurs ambitions aux joueurs de cette équipe de France. C'est exactement ce dont je vais parler aujourd'hui. Que peuvent espérer les Bleus pendant les Jeux Olympiques? Peuvent-ils taper les Jeux Olympiques et décrocher la médaille d'or? Pile 100 ans après leur dernière édition dans l'Hexagone, les Jeux Olympiques d'été reviennent en France dans quelques semaines. Le moment est attendu par tout un tas d'athlètes de tout un tas de pays disséminés à travers le monde. C'est un moment qui doit représenter la fête du sport, le mettre au devant de la scène, et dans le basket, comme dans d'autres disciplines, ce tournoi représente tout simplement la compétition internationale la plus importante pour tous les joueurs. Et cette année, croyez-moi, on a des nations qui sont armées jusqu'aux dents pour atteindre cet objectif ultime, à commencer par la France. Pourtant, après des Jeux Olympiques 2021 à Tokyo qui pour toujours resteront gravés dans les mémoires, la suite fut plus chaotique. Ouais, au Japon, l'équipe avait fait le buzz, et pour les bonnes raisons. Le contre ultra décisif de Nico Batum sur Prepelic face à la Slovénie en demi-finale, la punchline d'Evan Fournier sur l'équitation et la médaille d'argent remportée suite à une finale perdue avec les honneurs face aux USA, ça respirait le bonheur chez les Bleus. Et l'été suivant, l'objectif était de confirmer lors de l'Eurobasket. Et même si pour l'occasion c'était très beau de remporter la médaille d'argent, des doutes avaient tout de même largement plané sur les tricolores tout au long du tournoi. Déjà, se faire botter les fesses en finale par les frères Hernan Gomez, du côté français, forcément on n'aime pas. Perdre contre l'Espagne, c'est une tradition bien trop régulière depuis plus de 10 ans. Surtout qu'à côté de ça, oui, l'équipe est arrivée en finale, mais elle doit cette qualification à des miracles du basket encore difficilement réalisables aujourd'hui. Alors ok, ça montrait que cette équipe avait du cœur et que dans les moments difficiles, elle arrivait à se serrer les coudes pour remporter les matchs. Mais surtout à côté de ça, ça soulevait aussi pas mal de questions sur le véritable fond de jeu de cette sélection tricolore. La mauvaise gestion des temps faibles, de trop nombreuses secondes chances offertes aux adversaires, de longues périodes de stérilité offensive, tout ça c'était des problèmes réels. Le cœur, l'envie des Français, et on ne va pas le cacher, une bonne dose de chance, ont fait que jusqu'en finale c'est passé, mais face aux Espagnols, à nouveau, ça n'a pas fait un pli. Donc ouais, la médaille d'argent c'était très bien, mais dire qu'on était complètement satisfait ou rassuré par l'équipe de France après 7 euros, c'était compliqué. Surtout que ces doutes ont complètement explosé sous nos yeux lors de la Coupe du Monde l'été dernier. Ce tournoi a juste été vécu comme un véritable cauchemar pour la France et ses supporters. Après s'être fait dérouiller par le Canada dès le premier match, les hommes de Vincent Collet ont ensuite craqué face à la Lettonie de Davis Bertans dans le Money Time, suite à un quatrième quart-temps géré de façon catastrophique. Les Bleus ont clairement manqué d'un meneur gestionnaire dans cette compétition, et ça leur a été fatal. Cette piètre performance, on peut le dire, a conduit à une 18e place dans cette Coupe du Monde, le pire résultat de l'histoire de l'équipe dans une compétition internationale depuis 1936. Les critiques ont été sévères, et les joueurs ont semblé abattus. Après 2 médailles d'argent remportées consécutivement dans 2 gros tournois majeurs, le constat semblait à l'échec, à la remise en question, et dans cet effectif, quelque chose semblait cassé. Mais depuis... Et avec lui, les ambitions françaises sont tout autres. Du coup, pour commencer, avec cette équipe de France, je vais parler de son effectif, histoire de voir avec quels membres on part à la guerre. De 19, Vincent Collet a réduit son groupe à 16, puis à 12 dans la journée de dimanche. Kylian Hayes, Ousmane Dieng, Nadir Ifi, Jaylen Horde, Théo Malédon, Elio Kobo, mais aussi Vincent Poirier, blessés, ne seront pas du voyage. Et perso, même si je sais que ça fera débat, notamment pour un joueur comme Elio Kobo, je suis content de cette sélection. Eli, on connaît son talent et on sait comment il peut dynamiter une attaque. Ceci dit, je dois être honnête, ça fait 2 tournois consécutifs qu'il me déçoit sous le maillot des Bleus, et dans ce profil de pétard ambulant, qui peut apporter des points en sortie de banc, je suis bien content que Vincent Collet donne plutôt sa chance à son coéquipier de Monaco, Mathieu Strasel. Big up à son papa d'ailleurs, qui, je pense, regarde la vidéo. Pour le reste, pas vraiment de surprise. Des jeunes pépites avec un Vincent Collet qui, autour d'elle, privilégie l'expérience. Petit mot sur Kylian Hayes tout de même, et pour lui, ça semble compliqué en ce moment. Après avoir été coupé par les Pistons au moment de la trade deadline, il avait affaire à une grosse concurrence au poste de meneur sous le maillot de l'équipe de France. De plus, selon certaines rumeurs, psychologiquement et dans la vie de groupe, il ne paraissait pas prêt, pas dans les meilleures dispositions pour s'intégrer. Ousmane Dieng, de son côté, espérait sûrement capitaliser sur sa belle fin de saison en G-League, où il a été champion avec l'équipe de développement d'OKC et MVP de la finale. Mais bon, il y avait du monde sur ce coup-là pour ces JO, c'était pas easy de faire le cut, et Vincent Collet a dû trancher. Et encore, tous ceux qui se sont fait drafter cette saison n'étaient pas encore candidats. Ça va être une dinguerie les choix à faire pour composer le roster des Bleus dans les années à venir, j'adore. Mais bref, revenons à ces JO et aux 12 joueurs que le sélectionneur a décidé de garder pour ce tournoi. Comme le veut la tradition, on commence par les meneurs. Historiquement,
Historiquement, ce poste a souvent été un casse-tête pour les Bleus, notamment avec le manque d'un vrai organisateur l'été dernier. Les récents soucis, comme la situation de Thomas Hurtel en Russie, ont continué de mettre en lumière les lacunes persistantes à cette position. Bon, en attendant, Nolan Traoré peut-être, mais malgré tout son talent, c'est trop tôt pour lui. Bien que la France ait des talents défensifs remarquables à ce poste, le besoin d'un meneur pur est réel, encore plus avec la présence d'un joueur comme Victor Wembanyama, qui même s'il peut créer, a besoin d'être nourri également. Détaillons du coup les options disponibles à ce poste et leur potentiel rôle dans l'équipe. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il existe pas mal de possibilités avec lesquelles le sélectionneur pourra jongler en fonction des match-ups. Alors pour entamer la discussion, je vais évoquer Mathieu Strazel, que Vincent Collet a beaucoup aimé placer en tant que titulaire durant la prépa. Il est un joueur qui a franchi les étapes les unes après les autres, sans jamais ralentir dans son développement. L'Asvel, Monaco, l'Euroleague, le All-Star Game et maintenant l'équipe de France, la courbe de progression est constante, et pourtant logique. À seulement 21 ans, Strazel a déjà vécu pas mal de choses au plus haut niveau. Il est un joueur mûr qui joue juste, qui joue avec envie, et qui toujours a su mettre le travail au service de la performance. Voilà pourquoi pour moi sa sélection est méritée, et voilà pourquoi je suis bien content de le voir sous le maillot bleu. Il ne sera pas la réponse à tout, mais j'aime l'intensité que Mathieu peut apporter des deux côtés du terrain. Avec son tir et ses déplacements off-ball, il peut provoquer un spacing intéressant pour Wemby, tout en étant, pour Vincent Collet, une valeur sûre qui constamment cherche à faire la bonne passe, à faire la bonne action. Et puis en défense, ne vous fiez pas aux apparences, malgré son mètre 83, Mathieu Strazel est capable d'être une teigne sur le porteur du ballon. Maintenant, bien sûr, Strazel n'a encore aucune expérience à ce niveau-là, et bien sûr qu'il va faire des erreurs. À 21 ans, il va apprendre pendant tout le tournoi, et progresser au fur et à mesure de la compétition. Mais tout va bien, ce n'est pas non plus comme s'il avait zéro expérience et qu'il était prévu qu'il joue 30 minutes par match. J'aime que Strazel puisse apporter son intensité dès les débuts de match, puis qu'il puisse re-rentrer sur d'autres séquences, et notamment sur les temps faibles. On parle quand même d'un gars de 21 ans là, qui est sur une série de 4 titres de champion de France consécutifs. Pesé dans les moments qui comptent, il connaît. De toute façon, son rôle, il sera là. Tout donner quand il sera sur le terrain, jouer juste, défendre dur, ne pas faire d'erreurs, proposer des solutions, prendre les tirs ouverts, et si possible, les mettre. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais a priori, c'est dans ses cordes, et je trouve que son deuxième match, face à l'Allemagne, montre que peu à peu, il prend ses marques dans cet effectif. Puis si ça ne va pas, ou s'il baisse en intensité, sur le terrain, Vincent Collet saura aller puiser parmi ses rotations, qui sont nombreuses cette année. Si aucun joueur ne semble pouvoir représenter la solution parfaite, au poste 1, j'aime tout de même que le sélectionneur ait quand même sous sa main des options variées. Andrew Albissi par exemple est un vétéran des Bleus, bien connu pour sa défense tenace et son expérience des grands rendez-vous internationaux. Capable de partir en mission sur n'importe qui, il a été un pilier de Vincent Collet dans de nombreuses compétitions. Médaillé d'argent à Tokyo, mais non sélectionné lors de la dernière Coupe du Monde, il pourrait arriver avec un esprit revanchard, déterminé à l'idée de montrer qu'à 34 ans, il a toujours sa place dans la sélection. Sa connaissance du système et son expérience du jeu européen seront sans aucun doute une alternative intéressante à Matthew Strazel. Là en vrai, peut-être ce qu'il manque, c'est un vrai playmaker, un chef d'orchestre un peu. Mais ce qui est bien à côté de ça, c'est que d'autres joueurs, que ces deux-là, pourront également occuper le poste 1. C'est par exemple le rôle qu'a occupé Nando De Colo pendant toute la dernière Coupe du Monde, et même si ça n'a pas été un franc succès, porter la balle et créer du jeu pour lui ou pour les autres fait partie de ses meilleures qualités. Même si son état de santé a inquiété ces derniers temps, sa cheville semble remise. Attention tout de même à sa défense, qui peut représenter un point faible lorsqu'il est aligné dans certains line-up, mais son expérience, son talent à la passe et sa science du jeu feront toujours de lui un maillon essentiel au poste 1 et au poste 2 à 37 ans dans la rotation de Vincent Collet. Et puis pareil, même si on sait très bien qu'en équipe de France il est plutôt utilisé en tant qu'arrière, Franck Ntilikina aussi peut prendre quelques minutes à la main. Avec lui on parle encore d'un spécialiste de la défense, mais qui possède un profil différent de celui d'Albissi. Le nouveau joueur du Partizan, avec sa longueur exceptionnelle et ses déplacements latéraux, peut littéralement éteindre le porteur de balle adverse sur tout le terrain, et en plus de ça, switcher sur plusieurs postes. En attaque, on sait que son apport est aléatoire, mais avec un joueur comme Victor dans la raquette, il obtiendra des shoots, il faudra juste qu'il les mette, chose qu'avec l'équipe de France, il a toujours réussi à mieux faire que ce qu'il l'a fait en NBA. Maintenant, on ne va pas le cacher, le poste de meneur de jeu reste un défi majeur pour l'équipe de France en vue de ces JO. Vincent Collet devra trouver le bon équilibre entre défense, expérience et potentiel offensif parmi une liste riche en talent, mais encore incertaine. Chaque joueur a ses forces et ses faiblesses, et la hiérarchie n'est pas encore forcément établie dans la rotation, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, à la main, il existe plusieurs options de qualité et on ne va pas s'en plaindre. D'ailleurs, si on regarde les previews, à droite ou à gauche, on se rend compte que ce n'est pas le poste de meneur qui soulève forcément le plus de doutes chez les spécialistes. Non, de ce que j'ai lu, ça parle plutôt pas mal du manque de profondeur extérieure dans l'effectif tricolore. Pourtant, là encore, grâce à la polyvalence de certains joueurs notamment, je trouve qu'il existe pas mal d'options disponibles. Déjà Ntilikina et De Colo, qui, comme on l'a dit, alterneront entre le poste 1 et le poste 2, mais aussi quelques tauliers. Par exemple, Evan Fournier, qui, au scoring, porte l'équipe sur ses épaules depuis déjà quelques années. Et en vrai, ces derniers temps, il a fait le taf, statistiquement, chapeau à lui, mais parfois, en fin de match, il a montré des signes de fatigue, et je dois être honnête, je suis heureux de voir que cette année, a priori, au scoring, il aura bien plus d'aide à ses côtés. J'imagine qu'en étant moins responsabilisé à la création, Evan pourra jouer de façon plus libre avec cette équipe de France, et je trouve ça intéressant. Maintenant, des doutes existent encore le concernant. Même s'il a pu montrer en fin de saison dans une équipe qui ne jouait plus rien à Détroit, qu'il en avait encore dans le réservoir, et qu'il était toujours capable de grosses perfs au scoring, difficile de savoir exactement où il en est dans sa tête, lui qui jusque-là
là n'a toujours pas signé de contrat pour la saison prochaine et qui globalement a vécu une prépa compliquée. Après, parmi les tauliers, je vais également parler de Nicolas Batum, bien sûr. Même si ça fait des années qu'il est utilisé au poste 4 en NBA comme en équipe de France, il ne faut pas oublier qu'il reste un poste 3 de formation. Et même si aujourd'hui j'ai l'impression qu'avec le temps il est devenu plus à l'aise au poste 4, imaginez Vincent Collet sur certaines séquences composées des line-up de super grande taille qui associent Nico, Victor et Rudy pourrait former une barrière défensive super difficile à franchir. Et puis à côté de ça, il a aussi son impact de vétéran, de tonton dans le vestiaire. Même si c'est vrai que lors de la dernière Coupe du Monde, il a eu un peu de mal au poste 3, il pourra toujours prendre quelques minutes au poste 4 et son leadership restera essentiel. Je ne m'attends pas forcément à ce qu'il ait énormément de minutes, cependant, je pense qu'il est capable d'être précieux lors du temps de jeu qu'il obtiendra dans un rôle désormais totalement affiché de 3&D, de glue guy par excellence. De toute façon, encore une fois, sur les lignes extérieures, Vincent Collet n'aura que l'embarras du choix. Je suis content par exemple de voir qu'après sa bonne Coupe du Monde 2023, Isaiah Cordigné ait été confirmé par exemple. Dans le tournoi, il a représenté l'une de mes rares satisfactions côté français, alors que pourtant il avait été rappelé au dernier moment. Ce que j'aime avec lui, c'est sa capacité à être très impactant des deux côtés du terrain. Joueur explosif et énergique, il peut attaquer le cercle, courir en transition et mettre ses tirs ouverts sur jeu placé. Mais c'est en défense que lui aussi peut avoir un apport décisif. Candidat au trophée de meilleur défenseur de l'année, en Italie, Cordigné est un joueur solide et polyvalent, qui peut être efficace au moins sur les postes 1, 2 et 3 en défense. Lui aussi a été titularisé en prépa par Vincent Collet, et comme Mathieu Strazel, je ne suis pas certain qu'il obtienne 35 minutes par match. Cependant, lui aussi peut apporter beaucoup d'énergie pour débuter les matchs, tout en livrant des passages précieux par la suite. Je pense que si dès le début du tournoi, il montre qu'il peut être dedans, il pourrait devenir un vrai atout pour le sélectionneur français. Et puis en parlant de spécialiste défensif, on va avoir un client encore, un petit nouveau, en la personne de Bilal Koulibaly. Le mec a 19 ans, il est born ready. Partout où il va, de la Betclic Elite jusqu'à la NBA, il est prêt, et désormais, tout laisse à croire qu'il va prouver sa valeur sur la scène internationale. Avec une mentalité axée sur la défense et une forte volonté de contribuer au collectif, il est un joueur comme tous les coachs rêvent d'avoir, j'ai l'impression. Avec sa longueur et son explosivité, il peut défendre sur absolument tout le monde, et en attaque, j'aime bien. En plus d'être toujours un atout majeur en transition, il a semble-t-il bien taffé sur son tir. De toute façon, c'est ce qu'on va lui demander au JO à Bilal avec les Bleus, courir et convertir ses opportunités en catch and shoot. Et dans ce rôle, en prépa, je l'ai trouvé plutôt à l'aise. S'il confirme son impact dans ce costume dès le début du tournoi, je me dis qu'il pourrait très vite devenir un cadre dans la rotation de Vincent Collet. Alors oui, c'est vrai que ses lignes extérieures, encore une fois, ont une forte identité défensive, avec un Evan Fournier comme seul scoreur de métier. Par contre, je n'ai pas l'impression que ça manque de profondeur. Si Vincent Collet trouve la bonne formule, chaque joueur, à mon sens, peut apporter des ingrédients assez uniques. Si à nouveau aucune option n'est parfaite, elles ont au moins le mérite d'être variées, d'exister, et je ne vais pas m'en plaindre. Surtout qu'on le sait tous, pour ces JO 2024, le point fort obvious de cette sélection tricolore, ça va être le secteur intérieur. Bien sûr, on pourra regretter l'absence de Vincent Poirier, sur blessure, mais wow, cette raquette-là, elle peut envoyer du bois de châtaignier. Et bien sûr, énormément de choses vont tourner autour de Victor Wembanyama, très récent rookie de l'année en NBA et considéré comme l'avenir du basketball français. Aujourd'hui, il a 20 ans, mais il n'est plus un espoir, il est une réalité qui, en un rien de temps, a répondu à toutes les lourdes attentes qu'il avait sur les épaules en NBA, en tant que premier choix de la draft. Et depuis le début de la préparation, là, désolé, hein, mais c'est un régal, c'est un bijou de le voir sur le parquet, avec sur le dos le maillot de la sélection française. Dès qu'il est sur le terrain, le jeu de l'équipe de France change du tout au tout, les solutions offensives s'ouvrent de tous les côtés. Ses coéquipiers le servent et ils le servent bien, tandis que lui aussi profite de sa vista et de son QI basket pour leur distribuer le ballon dans de bonnes dispositions. Croyez-moi, j'en suis persuadé, la relation poste haut, poste bas avec Rudy, elle peut faire de très gros dégâts. Puis défensivement, quand Victor est sur le parquet, il est un cauchemar pour ses adversaires, profitant des règles FIBA, de la possibilité de nettoyer l'arceau ou de l'absence des 3 secondes défensives pour faire preuve d'une intimidation potentiellement jamais vue dans ce genre de compétition. Surtout que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Victor Wembanyama, dans la peinture, va être associé à un joueur qui vient de remporter son 4e trophée de meilleur défenseur de l'année en NBA en carrière. 4 trophées Deepoy. Personne n'a fait mieux dans toute l'histoire de la Grande Ligue, et seulement 2 joueurs ont fait aussi bien. Voilà maintenant une bonne dizaine d'années que Rudy est la pièce maîtresse de la défense française. On se rappelle de l'impact qu'il a pu avoir lors de l'Euro 2022, notamment lors de certains matchs tendus. Malheureusement, les adaptations défensives qu'il a subies face à lui lors de la Coupe du Monde ont une nouvelle fois mis en lumière les difficultés qu'il pouvait avoir offensivement dans ce système. Il reste cependant l'un des meilleurs protecteurs de cercle de l'histoire, qui sera forcément utile dans ce costume, et pour lui aussi, des deux côtés du terrain, la présence de Wemby pourrait potentiellement changer la donne. Et puis derrière, en plus de ça, on aura aussi Nicolas Batum, qui, comme je l'ai dit plus tôt, devrait alterner entre le poste 3 et le poste 4. On aura des rotations de qualité. Guerschon Yabusele, par exemple, ces dernières années, est devenu un véritable pilier en équipe de France, lui qui, en parallèle, s'est imposé comme l'un des meilleurs postes 4 de toute l'Euroleague. Sa polyvalence et sa capacité à tirer de loin ou à jouer dos au panier offrent à Vincent Collet une option solide et sérieuse. Malgré une Coupe du Monde 2023 en demi-teinte, il peut rester un élément clé pour ces JO. Sa capacité à s'ajuster et à dominer en sortie de banc sera essentielle pour que la France puisse rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Et ouvrons les yeux, avoir un tel joueur en rotation de Victor et de Rudy, c'est du très grand luxe quand même. Sachant que si Vincent Collet veut ajouter de la dureté,
papier, au poste 5, il sait pertinemment qu'il pourra très bien compter sur Mathias Le Sort. Injustement sous-coté pendant des années, il s'est aujourd'hui imposé à 28 ans comme l'un des pivots les plus solides et les plus robustes de l'Euroleague, sous le maillot du Pana. Arrivé blessé lors de la dernière Coupe du Monde, il a tout de même montré lors de certains flashs qu'avec sa dureté au combat et son intensité, il était capable d'avoir une énergie contagieuse sur ses coéquipiers. Je compte fort sur lui pour apporter ses qualités et sa sauvagerie dans les moments critiques, quand la France aura besoin de lui. Mathias Le Sort est là pour ça. Comme vous le voyez, en tout cas, les tricolores disposent d'un effectif très profond, avec 12 joueurs de très grande qualité. Sur le papier, no disrespect à Tony Parker, mais c'est peut-être le plus talentueux, ou au moins le plus prometteur que la France n'ait jamais pu afficher dans une telle compétition. Sauf qu'on le sait, la vérité ne se situe jamais sur le papier, et Vincent Collet à la baguette aura du taf pour réussir à faire fonctionner tous ces éléments ensemble. À la tête de l'équipe de France depuis environ 604 avant Jésus-Christ, ce que j'aime chez Collet, c'est qu'il a toujours au moins tenté d'adapter son approche pour tirer le meilleur de ses joueurs. Son défi pour les Jeux de Paris, événement qui potentiellement pourrait représenter un tournant dans l'histoire du basket en France, sera de gérer cette profondeur de talent et de créer une alchimie sur le terrain et en dehors. Avec l'arrivée d'Wembanyama et l'expérience de vétérans comme Fournier, De Colo, Batum ou Gobert, le tacticien doit trouver le bon équilibre pour que chaque pièce du puzzle joue son rôle à la perfection. Vu qu'on parle de ça aujourd'hui, disons-le, ces choix stratégiques seront décisifs, essentiels pour faire en sorte de transformer le potentiel de cette équipe prometteuse en médaille olympique. Et déjà, la première étape, et pas des moindres, ce sera d'établir une rotation, de créer une hiérarchie. Pour moi, les deux seules certitudes, c'est Victor et Rudy. Tous les autres joueurs, ça peut changer, match après match, en fonction de ce qu'il se passe, au vu de toutes les options dont Vincent Collet dispose. Mais après, qui mettre dans le 5 ? En prépa, jusque-là, on a vu le sélectionneur créer une association assez inédite entre Mathieu Strazel, Isaiah Cordinier et Bilal Koulibaly, et ouais, j'aime bien. Je ne sais pas s'ils seront titulaires pour les JO, mais ça apporte un vent frais, un vent nouveau à ces bleus autour de l'arrivée de Victor. C'est cool, il y en avait besoin. Et puis, il faut se rappeler que le 5 de départ doit réunir les 5 meilleurs joueurs pour débuter les matchs, pas forcément les 5 meilleurs individuellement, il faut aussi qu'ils s'associent bien entre eux. Commencer avec des jeunes morts de faim sur le terrain pour faire de belles entames, j'aime beaucoup l'idée. Et là, surtout, est-ce que vous imaginez la seconde unit que ça ferait ? De Colo, Nilikina, Fournier, Batum et Yabusele, à la base en équipe de France, c'est tous des titulaires, et il y a quelques années, ça aurait pu ressembler au starting 5 que les Bleus auraient envoyé pour une grosse compétition. Mais l'horloge tourne et disposer de joueurs de cette qualité en sortie de banc, avec par exemple un Evan dans le rôle de 6ème homme dynamiteur au scoring, ça peut être du grand luxe. Après, bien sûr, c'est compliqué de donner autant de responsabilités dans le 5 à des joueurs si jeunes ou si peu expérimentés. Mais je ne m'en fais pas, dans les rotations, rien n'est gravé dans le marbre, et si quelque chose devait déconner, ou si des joueurs devaient être remplacés, dans le 5 de départ, vous pouvez compter fort sur les tontons pour se tenir prêt. Puis on ne va pas se mentir, mais même si ça ne veut rien dire d'être champion des matchs amicaux, on a de quoi se hyper là un peu quand même, au vu de ce que l'on a vu jusque-là en prépa. Direct, on a pu observer des forces qui pourraient vite devenir flagrantes chez les Bleus, à commencer par le potentiel formidable que peut représenter l'association entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Quand les deux sont ensemble sur le terrain, ils sont un immense casse-tête pour les attaquants adverses, et encore une fois, au moins sur le papier, ce duo semble largement avoir les qualités suffisantes pour imposer sa loi dans la raquette face à la majorité des autres sélections. Ensuite, je ne vais pas revenir dessus, mais vous l'avez compris, la profondeur est une vraie force. Les 12 joueurs sont prêts, absolument prêts, et tous semblent en mesure d'apporter des minutes de qualité. Mais la principale force de ces Bleus pendant les JO, on va arrêter de la cacher et on va l'assumer, c'est la défense, rien d'autre. J'ai l'impression que sur tous les postes, ou presque, on a des joueurs qui font partie de ce qu'il se fait de mieux à l'échelle mondiale. On l'a vu en préparation, quand Collet aligne certains line-up, la France possède une défense en béton armé. Même si je le répète, il faut se méfier de l'opposition qu'ont fourni les Allemands, ce sentiment d'asphyxie là, qui est capable de provoquer la défense française chez ses adversaires, possède un potentiel assez phénoménal pour ces JO. Pour gagner, c'est sûr, les Bleus devront marquer plus de points que leurs adversaires, mais s'ils en encaissent moins, ça fonctionne aussi. Ceci dit, il y a quand même une certaine Victor dépendance qui s'est ressentie largement lors du deuxième match face à l'Allemagne qui m'inquiète un peu, je dois le dire. Quand l'intérieur est absent ou sur le banc, la France a vite tendance à retomber dans ses travers les plus fâcheux, à savoir perte de balles, mauvaise gestion des rebonds offensifs et trous d'air défensifs, des mauvaises habitudes toujours plus que présentes aujourd'hui dans le camp français. Ce n'est pas une honte de perdre en prépa sans Victor face aux champions du monde en titre, mais je dois le dire quand même, dans la manière, des choses m'ont déplu, même si cette team, je le sais, est toujours en rodage. Victor, ce n'est pas juste un intérieur lambda, c'est aussi un créateur d'élite pour lui-même. Sans lui sur le terrain, la sélection française galère dans l'animation du jeu et le danger offensif que ses joueurs peuvent provoquer. Surtout que dans ce rôle-là, je dois le dire, ce que j'ai vu jusque-là de la part de Nando De Colo ne me rassure pas forcément. Pourtant, les Bleus, ce sera essentiel, devront apprendre à jouer sans Wemby. Ils seront trop faciles à sortir de leur match sinon, et un jour sans, ou des problèmes de faute pour le grand intérieur et ce sera la fin. À Collet de trouver la bonne formule donc pour éviter ce problème, parce que le parcours clairement ne sera pas simple. Les Jeux Olympiques représentent un tournoi particulier au format intense et la pression de jouer à domicile, même si elle apportera également son lot d'avantages, sera réelle pour l'équipe de France. Dans la compétition, il y aura forcément des phases de doute et les jeunes cadres, même s'ils seront bien secondés par des vétérans, n'auront pas le choix que de se montrer à la hauteur dans cette situation. Ils auront leur preuve à faire. De plus, l'équipe, malgré tout son talent, n'a que très peu de vécu collectif. Ce qui me rassure à côté de ça, c'est que je n'ai aucun doute sur les capacités d'adaptation de toutes les nouvelles pièces. Ça a l'air tous d'être de bons gars. Néanmoins, Vincent Collet
Congolais devra réussir à trouver une alchimie en jonglant avec plusieurs générations, en faisant évoluer les rôles de chacun, quitte à leur enlever des responsabilités et à les décevoir. C'est beau d'avoir des qualités individuelles, mais si les joueurs ne comprennent pas leur rôle ou ne l'acceptent pas pour le bien de l'équipe, les résultats ne suivent jamais. Heureusement, vu les qualités de l'équipe de France et le mental de la plupart des joueurs, je suis assez optimiste sur ce point. Ça n'empêche pas qu'il y a encore beaucoup de choses à construire dans la cohésion de groupe sur le terrain, et les Jeux Olympiques ne sont pas une compétition qui généralement te laisse ce temps-là. Maintenant, je ne vais pas faire la fine bouche. Concernant cette équipe de France, à l'heure actuelle, j'ai quand même bien plus de certitude que de doute si Wembanyama est présent. Le leadership de Victor et l'aisance qu'il semble trouver dans ce rôle en préparation ne peuvent qu'être rassurants. Ce que j'aime en fait, c'est que clairement sa présence va tirer les Bleus vers le haut, mais l'inverse aussi devrait se produire. Wemby, dans sa carrière, n'a jamais joué dans une équipe de cette qualité, et je n'ai aucun doute que lui aussi bénéficiera largement du talent de ses coéquipiers pour être utilisé comme il ne l'a jamais été jusque-là. Franchement, ça fait peur, et ça peut être méga intéressant. Après voilà, pour que tout se passe bien, et pour éviter les mauvaises surprises lors du tirage au sort des quarts de finale, il faudra finir premier du groupe. Pour ça, il faudra battre le Japon, en progression constante, depuis que Tom Ovas a pris les rênes du coaching, et avec à sa tête des joueurs référencés, comme Rui Hachimura et Yuta Watanabe. Sur le papier, la France semble bien au-dessus, mais attention, l'équipe a des qualités, et n'est pas à prendre à la légère. Il faudra également battre les Brésiliens, lors du match d'ouverture, récent vainqueur du TQO sur le terrain des Lettons. Encore une fois, on parle d'une équipe qui, sur le papier, est inférieure à la sélection tricolore, mais dont il faudra quand même se méfier. Les cadres comme Bruno Caboclo, Christian Felicio, Guy Santos, Didi Louzada et surtout Marcelinho Huertas, 41 ans, sont toujours là. Ces joueurs se connaissent et ils ont l'habitude des gros tournois. Les sous-estimer serait une erreur. Et puis enfin, il faudra finir devant les Allemands, champions en titre. Pas une mince affaire. Eux, on les connaît parfaitement et on sait très bien que le niveau qu'ils ont affiché en prépa n'aura rien à voir avec celui qu'ils vont montrer pendant les JO. Désolé, mais s'ils ont gagné la Coupe du Monde l'année dernière, ce n'est pas un hasard. On sait à quel point Dennis Schroeder se transforme dans le jeu FIBA sous le maillot de sa sélection nationale. Autour de lui, les frères Wagner, Maudolo, Isaac Bonga, Johannes Thiemann et j'en passe, tous sont des joueurs hyper précieux, plein de qualités et qui surtout sont capables de jouer la partition du coach Gordy Herbert à la perfection. Non, vraiment, cette équipe allemande, elle peut faire beaucoup de mal dans ces Jeux Olympiques. Mais bon, on est d'accord, l'objectif minimum pour ces Bleus, c'est une médaille, non? Et on ne va pas le cacher, si cette médaille, elle n'est pas en bronze, c'est quand même bien mieux. Pour ça, mis à part les États-Unis, on en parlera après, il faudra battre tout le monde. Et je me mouille, j'ai l'impression que cette équipe en est capable. Bien sûr, la concurrence sera rude. Outre l'Allemagne, dont on a déjà parlé, le Canada a montré, lors de la dernière Coupe du Monde, que le pays n'avait rien à envier aux meilleures nations basket. L'ajout de Jamal Murray à cette sélection déjà très talentueuse fait forcément saliver tous les fans des supporters de la sélection nord-américaine. La Grèce, l'Espagne, l'Australie et la Serbie ne viendront pas non plus pour rigoler. On parle peut-être des Jeux Olympiques les plus denses et les plus relevés de l'histoire du basket. Et puis, il y a les États-Unis. Les concernant, je ne vais pas trop en faire. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que je me dis que ce serait bien de parler d'eux aussi avant les JO dans une vidéo similaire à celle-ci. Dites-moi dans les commentaires ou avec les pouces bleus si vous êtes chaud, mais on le sait, ils ont ramené les Avengers qui, évidemment, arriveront à Paris archi favoris. Donc oui, gros roster pour l'équipe de France, grosses ambitions, mais aussi grosse concurrence. Mais allez, ça va pas être simple, mais ça ne va pas m'empêcher de faire un prono. Au vu de ce que j'ai vu en prépa et au vu du potentiel que j'imagine en observant cette sélection jouer au basket, je ne peux que faire preuve d'enthousiasme. Bien sûr, il y aura des matchs et des étapes difficiles, face à des sélections qui possèdent plus d'automatisme, plus d'expérience ou plus de vécu collectif. Cependant, je le dis, je pense que jusqu'à ce qu'elle croise la route des États-Unis, et espérons que ce soit le plus tard possible, cette équipe de France est capable de battre absolument tout le monde dans ce tournoi. Et ensuite, qui sait, on verra bien, sur un match, tout est possible. Vous en pensez quoi, vous ?